Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Todo Box Show. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours en compagnie de Cédric Padilla, notre expert français du self-stockage, mais pas que, puisque tu interviens aussi en Espagne, donc tu es également spécialiste du marché espagnol. Aujourd'hui, on a changé de décor. On est dans un tout nouveau studio, finalement adapté pour parler de self-stockage. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence cet épisode euh, en allant un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut voir sur YouTube et notamment en parlant des points négatifs finalement du self-stockage qu'on entend souvent, notamment la gestion. Car oui, un centre de self-stockage demande de la gestion et on va essayer d'être cash, d'être transparent sur ce sujet-là et de voir un petit peu comment on gère un centre de self-stockage. Mais avant de commencer, si l'investissement dans les centres de self-stockage vous intéresse, je vous ai préparé un starter kit. Le lien est dans la description, il est 100% gratuit et il vous permettra de comprendre le marché du self-stockage et de vous apporter des petites pépites justement pour vous aider à vous lancer dans ce marché très rentable. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée, puisque de toute façon, c'est bien de parler du métier et de ses avantages, mais il faut parler aussi Ouais, des inconvénients. Pour un investisseur, c'est important de savoir quels sont les aspects qui vont le contraindre donc à déployer du temps et de l'énergie. ouais. Je pense que c'est effectivement important parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ok. Donc première étape, effectivement, un centre de self-stockage peut demander du temps. Alors quelles sont les tâches finalement que on va retrouver dans un centre de self-stockage? Alors, premièrement, tu as les entrées-sorties, puisque tu as des Mhm. centres qui sont dans des zones où les gens vont stocker à long terme, comme ce que tu as toi, par exemple, en centre-ville, Ouais, où effectivement, c'est une solution pour avoir un espace supplémentaire ouais. et stocker des choses à long terme. Oui, c'est une Donc, tu cave vas avoir, améliorée, quoi. voilà, tu as moins de rotation, et puis tu as les gens en mobilité, ceux qui vont déménager, Ouais. qui vont effectivement temporairement stocker des effets personnels pour une durée qui peut aller de quelques jours à quelques mois. Donc ça veut dire que sur certains centres, tu vas avoir une rotation de clients et cette rotation demande effectivement de faire des check-in, check-out donc pour vérifier l'entrée-sortie. Il y a certains sites qui sont automatisés qui permettent une gestion à distance, Ouais. d'autres non. Donc voilà, donc il y a une partie effectivement de rotation de clients qui peut demander, solliciter du temps et de l'énergie. Donc voilà, donc ça c'est le premier aspect. Donc le check-in et le check-out. Voilà, ce qu'on Alors, appelle move in, move out, quoi, les ouais. entrées, sorties. Ok. Justement, à ce sujet-là, bon, moi, pour être encore une fois transparent, j'avoue, je contrôle jamais les box parce que, en fait, souvent les gens oublient, pardon, je vais le dire différemment, personne n'oublie ses affaires dans le box. Oui, Comme bien tu l'as sûr. dit souvent, on est des latins, quand même, on tient un petit peu à nos affaires. Les oublis, ça m'est déjà arrivé, honnêtement, en 5 ans, je pense que ça a dû m'arriver 3 fois. Et c'était pas un oubli, c'était le locataire qui est parti et qui avait la flemme de débarrasser ces 3 cartons et du coup de les a laissés dans le box. Mais sinon, honnêtement, je me prends pas la tête avec Oui, ça. Maintenant, ça peut arriver que oui, voilà, c'est plus les gens qui vont laisser des choses qu'ils veulent pas récupérer. Ça voilà, peut arriver ouais, ouais, des ouais, fois. Ou alors, tout simplement, un liquide qui a coulé ou quelque chose qui ouais, aurait endommagé le sol et ouais. peut-être un box voisin. Donc, c'est pour ça qu'il est Il vaut mieux vraiment contrôler, ouais. important, donc, sur les contrats de mise à disposition des box, de stipuler quels sont les produits qui sont Ah oui, autorisés et non autorisés. Donc, tout ce qui est produits liquides à éviter, tu produits vois. dangereux encore plus, les produits inflammables bien sûr, parce que on n'est pas à l'abri, par exemple, de mettre un carton avec des produits ménagers. Mhm. Si en posant un peu brusquement le carton, Ouais, le un produit, voilà. flacon vient à couler, ça peut contaminer le box d'à côté qui aurait pu poser un matelas ou un canapé. Effectivement, ça peut avoir des répercussions. Donc, Mm. il est important voilà, de veiller à ce que des recommandations soient inscrites sur le contrat Ok, sur des produits dangereux et sur des produits qui pourraient être périssables, par exemple, ouais. générer des odeurs et des choses comme ça. Donc concrètement, ça veut dire que pour des petits centres automatisés comme les miens, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, hein, je ne mets pas en place. Je n'ai personne, pardon, qui vient contrôler ou pas. S'il venait à y avoir un souci, comme c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, ben, je recontacte le précédent locataire ou alors j'interviens moi et on règle le problème. Par contre, sur des plus grands centres, dans ces cas-là, comment tu mets en place
Est-ce que c'est toi qui viens contraindre, toi ou l'opérateur, hein, ou le salarié qui vient contrôler? Tout à Comment fait. tu fais? Tout à fait. Sur les centres un peu plus grands, effectivement, il y a de manière hebdomadaire, en fait, il y a toujours des sorties toutes les Ouais, semaines, en fait, ouais, et des entrées toutes les semaines, tous les jours même, hein. Donc, il est évident que le personnel fait un tour des d'accord. box. À la sortie, Euh, quoi. voilà. Il y a également aussi des personnes qui mettent des affaires dans les box sans mettre de cadenas. Donc, Mm. dans le cas où le centre est équipé de serrures, De donc se où les connecter, ouais. clients, pas de serrures connectées, mais serrures justement standard, où on doit D'accord. mettre un cadenas, les gens oublient de Ok, mettre ouais. leurs affaires, mettent pas forcément de cadenas. Ou alors à Bon, ça l'inverse, une m'arrive fois souvent, qu'ils ont ça. fini de stocker leurs affaires, ils ne mettent pas de cadenas aussi. Donc voilà, donc c'est Ouais, important moi ça de m'arrive faire. souvent, je me bats pour ça parce que c'est vrai que c'est tellement sécurisé qu'en centre-ville, tu vois, ils sont habitués à avoir des caves et c'est une catastrophe, les caves en centre-ville. Donc du coup, c'est tellement sécurisé chez moi qu'ils se disent, bon, attends, le cadenas, je le ferai plus tard, quoi. Oui, ou alors il te vide le box et il laisse le cadenas dessus, il s'en va. Ouais, Et toi, tu aussi. penses que le box est Et vide. Tu vide. as un client qui arrive Ouais. derrière et il trouve un cadenas dessus. Ouais. Tu sais pas si le cadenas est rempli ou pas rempli, donc forcément, c'est Voilà. problématique. Ouais. C'est très souvent pour ça qu'on laisse un espace vide, un léger espace vide entre le plafond et les Ah, box, excellent, ouais. déjà pour créer de la ventilation, Ouais. mais ça permet effectivement, avec un De téléphone ou contrôler, autre, de ouais. voir si le box est vide ou pas. Ok. Donc ça, c'est important parce que des gens vont vider leur box, vont pas forcément penser à signifier qu'ils ont quitté le box. Donc, il peut y avoir un loyer qui est facturé supplémentaire, Ouais. alors qu'en fait, ils ont vidé, quoi. Donc, Ok. les clients, des fois, s'imaginent même qu'on est à l'affût de savoir quand est-ce qu'ils rentrent, quand est-ce qu'ils sortent. Ouais, c'est vrai. Et c'est à nous à gérer, en fait, le fait qu'ils partent, pas du tout. Ouais. Donc c'est important, voilà, c'est important. C'est vrai que le movie move out génère effectivement de la gestion, et plus le centre est gros, plus Ouais. forcément il y a la gestion. Après, c'est pour ça que les systèmes d'automatisation permettent Ouais. De voir. voilà, d'alléger le temps Hmm. de gestion sur ces aspects-là. Ok. Là, on a vu effectivement le premier point négatif, point noir du self-stockage, c'est les entrées-sorties. Mais on notera aussi d'autres éléments, et notamment tout ce qui va être la gestion de facturation, les impayés qui font tant peur Bien sûr. justement aux investisseurs, ou encore les retards de paiement. Alors, personnellement, moi, les impayés, sur le nombre d'années que je pratique le self-stockage, ça ne m'est arrivé que très peu de fois. Je pense que c'est pareil, honnêtement, ça se compte sur les doigts de la main, les doigts d'une main. Et par contre, les retards de paiement, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Pour la simple et bonne raison que si vous ne mettez pas en place un prélèvement déjà, vous êtes obligé de relancer à chaque fois. Et même en mettant des prélèvements, s'il n'y a pas l'argent sur les comptes, il faut faire également ce travail de relance, même si ça allège considérablement le travail, et on peut arriver à lier avec des solutions de gestion de box, de gestion de centre, les entrées-sorties d'argent et les relances automatiques. Mais je sais pas ce que tu en penses. Alors, donc oui, bien sûr, il y a effectivement cette gestion de facturation qui suscite alors pour ceux qui font de plus précaires, utilisent, on va dire, un tableau Excel Ouais, pour maintenir on peut en à parler. Ouais. jour un peu les facturations et les paiements. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des solutions de logiciels de gestion qui sont assez accessibles et qui permettent de gérer plus facilement la génération Ouais. automatique des factures. Lorsque le client part, s'il y a par exemple un client qui quitte le box en plein mois, d'accord, Ouais. en plein milieu du mois, tu vas avoir un avoir qui va se générer automatiquement pour les jours qu'il n'aura pas utilisé, si Mhm. effectivement tu as choisi de proposer au client une facturation au prorata Ah, toi, d'utilisation du tu le box. fais comme ça. C'est vrai qu'en fait, moi, c'est une bonne façon de gérer, mais je sais qu'il y a certains centres, et moi, bien compris, je sais qu'ils me préviennent 15 jours avant, et le Mhm. mois commencé est dû, en fait. C'est-à-dire que, D'accord, ok. donc si là, on est en juin, si, le 11 juin, il a déjà payé son mois complet, mais s'il se barre le 28, il va payer le mois complet. Bah, une fois de plus, le positionnement de tes centres font que le profil de client que tu captes Mhm. euh, n'est pas dérangé sur le fait qu'il y a un préavis, parce que ils le prennent au même titre que Oui. la location d'un appartement, Non, je mais dirais, surtout, ils te puisque c'est une préviennent extension. pas. Voilà. Alors ils peuvent te prévenir, mais Enfin, après au c'est vrai dernier que sur moment, des quoi. centres, voilà, sur des centres un peu plus conséquents, Ouais. où les gens rentrent et sortent, où tu as une clientèle professionnelle aussi, Ouais. Ouais. ce que tu n'as pas. Oui, c'est vrai. Moi, Dans c'est ta très rare, ouais. clientèle, voilà, c'est très rare. Une clientèle professionnelle va effectivement apprécier le fait qu'il y ait une proratisation de sa facturation, Mais à la et qui sortie, tu veux permet dire? à la sortie, où tu as des clients qui vont changer tout simplement de taille de box, tu as des clients qui vont passer Ok. d'un 5 mètres carrés
un 10 ou d'un 10 à un D'accord. 5 Ouais, bien et sûr. qui vont basculer. Donc, tu proratises à chaque fois Ouais, en alors fin de ça, ouais, compte. ça je le fais dans ce cas-là, mais ce que je fais aussi, c'est la proratisation, mais à l'entrée, Mm. mais à la sortie, non, je Ceci dit, elle est m'embête pas. manuelle. Celle que tu pratiques toi, Ouais, ce prorata, en fait, tu vas générer toi ouais, un avoir manuellement. exactement. Voilà. Alors que tu as des logiciels aujourd'hui qui te permettent tout simplement, à partir du moment où tu as décrit le paramètre que c'est au prorata, Ouais, eh bien, à partir du moment où le client quitte et tu décides ouais, la c'est date, excellent ça. automatiquement, tu as un avoir qui se génère. Ouais. Donc, le client, en termes de facturation, même s'il a été prélevé Mm, du début du mois, donc pour le mois complet et qu'il quitte par exemple le 16, mm. il aura un avoir et un remboursement automatique qui sera envoyé D'accord. donc sur son compte. Alors après, tu as une gestion des paiements qui se fait très souvent par prélèvement automatique. Ok. C'est le plus courant, effectivement, prélèvement SEPA Ouais. pour être en conformité. Euh, Ce qui est mais embêtant avec ça, c'est que quand ça paye pas, t'as des voilà, frais, voilà. c'est ça. En fait, la problématique du prélèvement automatique, c'est que lorsque le client est dans l'incapacité de régler son mois, parce qu'il est en difficulté ou parce qu'il y a un décalage tout simplement de Voilà. trésorerie, tu vas avoir un impayé. Cet impayé va être facturé par la banque, donc pour toi, et le client lui-même sera aussi facturé. Mm. Donc voilà. Donc très souvent dans les contrats, on stipule que les frais de rejet que l'on perçoit en fait Ouais. de la banque, on les refacture au client. La problématique, c'est que lorsque le client est en difficulté sur un mois, quand un client a une difficulté de paiement de 120 euros par Et ouais, exemple bien sûr. sur un mois de location, c'est difficile pour lui de payer le mois suivant 240 euros plus les Exactement. frais Plus les générés, frais. qui va faire 300 euros. Donc là, on commence à étaler une dette et en même temps, on a les mois qui continuent à courir. Donc c'est très difficile. Mm. Après, ce qui est important, alors tu disais que tu avais très peu d'impayés quelque part, c'est un peu logique par rapport à la volumétrie de box que tu as, mais quand tu multiplies ce nombre de box par 10, Ouais, parce que forcément. quand tu as un bâtiment de 500 ou 800 box, c'est plus la même T'as histoire. intérêt à le Donc prendre en ça représente, avance. voilà, donc Ouais. ça sera effectivement en dessous de 2%. On essaie de maintenir en dessous de 2%, mais en tout cas, sur les statistiques qu'on observe sur les centres que l'on monitorise, on se rend compte que lorsque les centres, en période notamment de remplissage, font Ouais. volontairement des Ouais, remises bien sûr. très importantes qui peuvent aller jusqu'à 70% de remise sur le prix Affiché, gris, ouais. hein, le prix affiché, on se rend compte qu'après, il y a une vague en fait d'impayés conséquente pour la bonne et simple raison qu'on va accueillir et attirer des clients qui n'ont pas, en tout cas qui ne sont pas le profil de clients loueurs de box, mais qui vont bondir sur l'opportunité de Ouais, louer pas juste le cher, prix, ouais. voilà exactement, et qui ne sont pas en mesure de payer après le prix fort. Mm, mm. Donc, ce qui fait que quand tu rajustes ton prix, parce que la remise, en fait, elle est temporaire, elle est pas définitive, tu ne loues pas ton box à moins 70% ad vitam aeternam. Donc, tu as effectivement très souvent ceux qui font ça sur quelques mois, et puis après, ils te mettent de très grosses augmentations Ouais. parce que soit le client part avant, soit il prend une augmentation. Ouais. Et à ce moment-là, les problèmes commencent. Donc, la gestion, la relance, c'est très difficile. Donc, pour pallier à cette difficulté, il y a de nouveaux modes de paiement qui existent aujourd'hui, sur lesquels il y a des enregistrements de carte bleue, Ouais. ce qui permet de présenter en fait un paiement à plusieurs dates. Donc on peut choisir, comme un prélèvement automatique, de dire le 5 du mois, je vais prélever sur cette carte bleue tel montant, Ouais. d'accord? Et si le montant passe pas, on peut essayer de le faire en plusieurs fois, de fractionner ce montant, mais à coût de 10, 15, 20 euros par exemple. Ah ouais. Et tu as aussi des plafonds de carte bleue souvent qui permettent un peu Ouais, plus de dépasser. qu'un compte bancaire. Voilà. Ouais. Ok. Donc il y a ça. La contrainte, parce qu'il y en a une aussi, c'est que les cartes bleues ont une date de validité Mm. et que effectivement il faut mettre à jour. Voilà. Ouais. Donc quand tu as 20 clients, ça va, mais quand tu commences à avoir 300 ou 500 clients, il faut effectivement que le logiciel te permette de mettre des alertes Ouais. sur des relances pour demander au client à remettre à jour sa carte bleue puisqu'il va recevoir une nouvelle carte bleue Tout à fait. avant la date Donc, si de on validité. résume, deux problèmes centraux, tu vas avoir effectivement les entrées-sorties, tu vas avoir la partie comptabilité, Facturation. gestion, facturation, voilà, toute la partie administrative. Mhm. En dehors de ça, est-ce que tu vois d'autres éléments qui peuvent potentiellement... Parce que moi, je vois Bah, très peu de casse. toujours dans les impayés, en fait, la problématique, c'est que on va avoir une difficulté à gérer, pas plus, et même je dirais moins que pour la gestion d'appartement, parce que ceux qui investissent dans l'immobilier, qui rencontrent des difficultés avec des locataires qui ne paient pas, pour X raisons, parce que tu as des gens qui sont malhonnêtes ou des Bien gens tout sûr. simplement qui sont en difficulté, il est difficile effectivement de sortir de ces situations-là. Ça prend du temps et au final, ça coûte beaucoup d'argent. Donc la problématique dans le box, elle est plus simple parce que le client, c'est pas un logement, donc on peut effectivement mettre des conditions
Ceci dit, il faut pas qu'elle soit abusée non plus, mais on paye des conditions par rapport au Ouais. fait que le client ne paie pas. On coupe Donc un voilà, mois. Moi, c'est je fais ça. comme ça Tu souvent. fais ça. Non, mais on peut mettre effectivement qu'au bout d'un certain temps, les biens nous appartiennent, par exemple. Donc bon, j'ai vu des gens qui faisaient ça, ça reste abusif. Mais je pense que dans tous les cas, moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, la meilleure méthode, c'est d'être très vite à l'amiable et Ouais. d'arrêter l'hémorragie, Ah oui, complètement. tout simplement Moi, à chaque fois, ça s'est en disant arrangé au comme ça. client que on comprend qu'il est dans l'incapacité Récupérer vos affaires. voilà, qu'il est dans l'incapacité. On peut proposer des solutions intermédiaires, par exemple ceux qui disposent de grands box, de dire écoutez, on comprend que vous avez des difficultés à payer, ce qu'on vous propose, c'est de transférer vos affaires sur des palettes, par exemple, qu'on va filmer, on va le mettre dans une zone tampon, Ouais. où on a plusieurs box d'affaires partagées, Mm. le temps d'eux, comme ça déjà tu diminues et tu libères surtout un box, parce que si tu pars en procédure, ça peut prendre plusieurs mois. Ouais. Et à partir du moment où tu lances la procédure, tu es obligé d'arrêter la facturation. Ouais. Donc c'est-à-dire que les mois qui courent après la procédure, en fait, sont perdus, quoi. Donc si tu veux, le calcul, faut le faire dans le sens où il vaut mieux arrêter l'hémorragie, trouver une solution amiable avec le client. Voilà. Après, la difficulté, c'est souvent des clients qui, déjà malhonnêtes, vont volontairement laisser faire un peu l'autruche et ne pas répondre ou Ouais, te c'est dire qu'ils clair. vont passer payer, ils passent jamais. Moi, enfin, encore une fois, comme tu dis, après, peu de box par rapport à la quantité, mais même en ayant discuté avec d'autres propriétaires, très souvent, on réussit quand même à s'en sortir et à retrouver une communication, à trouver des solutions, quoi, en fait, hein. Parce que, bah, derrière, ils veulent récupérer leurs affaires, hein, quoi. Bien sûr, non, mais il y a surtout un lien sentimental avec les affaires que les gens stockent très souvent. Donc, bien sûr, qu'ils vont pas abandonner Ouais, ouais. leurs affaires. Donc, le tout, c'est voilà, c'est trouver une issue amiable, Ouais. de proposer des solutions. Le tout, c'est d'être organisé pour pouvoir proposer ces solutions, pardon. Surtout que le but, c'est de disposer du maximum de box Ouais. louables, quoi, Bien sûr, bien pour sûr. pouvoir accueillir de nouveaux clients et pas de s'encombrer de gens, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en moyenne, il y a à peu près un peu moins de 2% d'impayés. Ok. D'accord? Ouais, ouais, mais Quand c'est je ça, parle moi, j'avais d'impayés, noté c'est des deux, dossiers trois, ouais. vraiment contentieux où on arrive en fait en fin de location, le client n'a pas payé, Oui, et il y a puis ça une monte pas dette très haut, qui quoi. s'accumule et ça prend quelques mois. Voilà. Donc là, je parle vraiment de 2%. Sur des centres qui ont fait des grosses remises pour remplir le centre le plus vite possible, parce que les banques ont besoin Ouais, d'être rassurées sur le fait que l'activité Tourne. fonctionne. Sauf que bon, ça prend toujours un peu d'inertie. Et bien effectivement, ce qu'il arrive, c'est que il y a une augmentation de taux d'impayé. J'ai déjà vu moi jusqu'à du 11%, quoi. Ah ouais, c'est Donc là, énorme. ça commence à piquer. Oui, Parce bien sûr. que ben, tu as 11% et 11% d'occupation de box sur des gros sites, c'est beaucoup. Ouais, Voilà. ouais. Mais ces dossiers qui traînent, c'est Il compliqué. loue à des morts, quoi. Il loue à des morts, à des Non, mais chiens. après alors des fois tu as des successions où tu as des désaccords. En fait, Ok. bon là c'est le notaire, donc ça c'est Ouais. des impayés si eux qui vont finir par se solder. Moi, je travaille Parce avec des huissiers. ouais, Là, dernièrement, j'ai rentré un huissier de justice qui, lui, en fait, s'occupe des de squats. saisir, ouais, Ouais. des squats. Donc, Ouais. du coup, tu De vois, saisir. ils amènent les affaires du squat vers chez moi. Et en fait, en contrepartie, moi, je dois un accès, au squatter, en fait. Squatter, Ouais, d'accord. au squatter. Mais alors, tout est sécurisé, etc. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Et qui te règle dans ce cas-là, c'est alors, l'huissier? qui règle, c'est l'État qui règle. Ah, c'est sympa ça, Ouais, c'est c'est bien, magnifique, hein. Ah c'est ouais. génial. C'est l'État Donc qui règle. d'avoir pris de l'argent Voilà, exactement. au On est sur ça. propriétaire, Ouais. derrière on paye. Bon, Ouais, ouais. ça Donc c'est une en joie de fait, la... ouais. Mais en fait, si tu veux, le propriétaire, lui, fait appel à l'huissier. L'huissier fait appel à une société de déménagement. Donc moi, c'est la société de Génial. déménagement qui m'a contacté. Et après, il m'a mis en relation à l'huissier. Enfin, bon, voilà. D'accord, ok. Donc Bon, déjà t'as pas de risque d'impayé sur ces sujets-là. impossible. Alors Impossible. après, Après, t'as des retards parce voilà, que, les voilà. successions, voilà. Moi, c'était plus les successions. Quand la succession, il y a un désaccord familial, qu'il y a un bien immobilier qui est vendu, effectivement, les affaires sont ramenées dans un box. Donc là, ça prend du temps à être payé, mais on est payé. Voilà, il n'y a Bien pas de sûr. risque d'impayé. Donc c'est pour ça qu'il faut pas forcément le considérer comme un impayé. Mais Oui, non, en tout non. cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de facturation de chiffre d'affaires, tu es sur tu es sur une occupation de box Bien sûr. qui n'est pas Qui n'est rémunérée. pas rémunéré. Voilà. Ensuite, les, moi, je sais que très souvent, on rencontre le cas de gens qui partent à l'étranger, Ouais. ou des Ouais, gens qui qui se oublie retrouvent, de... voilà, non pas qui oublient, mais tout simplement qui ont une autre activité, qui ne pensent pas Ah, forcément ouais. à ça. Ils pensent être en prélèvement. S'il y a un impayé derrière, toi, tu Ouais. peux pas le joindre. Ouais, c'est T'as vrai. pas les bons contacts, donc Ouais. voilà. Ça arrive aussi des personnes qui partent en prison, voilà, Ouais. qui sont incarcérées, Moi, ça m'est arrivé, ça, ouais. voilà, qui est Effectivement. incarcéré pour X raisons et qui effectivement
sort au bout de 6 mois et toi tu te retrouves à avoir fait une procédure, jamais avoir de réponse, peut-être même débarrasser des affaires parce qu'à un moment donné tu as le droit de te débarrasser des affaires la personne arrive et dit effectivement ouais j'ai pas pensé à mes affaires et j'ai Ouais, et puis d'autres après, moi, ce que problématiques. j'ai eu, c'est une personne qui loue un box au nom d'eux. Ah Et oui, ça en c'est pas bon. fait, toc toc toc, coucou, c'est Ça, les flics, ça quoi. c'est un vrai sujet, Ouais. effectivement, parce que Bon, après, ça s'est réglé. Hein. on n'a pas forcément de droit de regard, parce que tu peux avoir dans un Non. divorce, Ouais. tout simplement, un conjoint qui va prendre les affaires de l'autre et les stocker dans un box au Ça m'est nom de l'autre, arrivé énormément. et après dire je paye pas, sauf que normalement celui qui contracte la Ah ouais. location est censé payer. Ah oui, Après, moi, si c'était les pas affaires, ça. si les C'était, affaires lui ouais. appartiennent ou ne lui appartiennent pas, ça Ouais. c'est pas ton regard, mais tu peux avoir quelqu'un qui demande d'accéder et dire en fait ce Ouais. sont mes affaires, je vais y accéder. Donc là le problème c'est que tu dois tout simplement donner l'accès qu'à la personne qui t'a loué le box. Ouais. Donc ça c'est Ouais, ça problématique. peut arriver, ça. Effectivement, moi, ce que j'ai eu, c'est monsieur ou madame qui te loue un box pour que lui ou elle récupère ses Mm. affaires et de façon à pas se croiser, quoi. De manière Bon, générale, il faut être vigilant en fait ça se débrouille bien. sur qui loue un box. Ouais. Euh, Il y a aussi quelques cas avec des problématiques de douane où Bah, des c'est gens ça, moi, j'ai eu. vont louer des box pour faire du commerce un peu illicite ou Bon, autre. après, franchement, ça se règle. Enfin, moi, là, cette fois-ci, c'est arrivé où les flics m'ont contacté. Bonjour, on a un problème avec le boxeur champion. On va intervenir. À quelle heure on peut venir? Ok, ben, venez à ce moment-là. Il a ouvert le box. Ils l'ont vidé eux-mêmes. Et donc, du coup, ils ont tout débarrassé. Et le box, moi, si tu veux, comme bah, ils stockaient des matériaux illicites, hop, le contrat s'est arrêté instantanément. Et j'ai pu relouer mon box. Enfin, Voilà, mais il faut mettre honnêtement, également ces conditions, donc que ah oui, bien toute sûr. personne qui stockerait du matériel et s'il y avait une procédure, que tu te réserves donc le droit de stopper et de D'ailleurs, pour réclamer ça, on a un super avocat au sein de Storage Lab. Voilà, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On fera peut-être le sujet sur ce thème-là. Les contrats de box, c'est très important. On important, en ouais. parle tout au long de cette vidéo, mais c'est important de se protéger parce Bien sûr, que les problèmes sont là, hein, comme dans tous les business. bien sûr. Et un contrat bien établi, bah, vous Ben, sécurisera davantage, quoi. le contrat permet une sortie Ouais, cadrée, voilà, il protège. mais la vigilance, Oui, après voilà. elle est primordiale. Ouais, La vigilance sur le profil des personnes, c'est pour ça pour ça que lorsqu'on loue à distance, il faut être vigilant. ouais, Et c'est vrai qu'après on n'est pas à l'abri, voilà, qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas légales. bien sûr. Mais bon, Mais c'est bon, comme pas, dans tout, en fait, vous louez une colocation, ah, bien sûr, c'est pas ça se passe très bien. Puis moi, j'ai eu des cas de colocation d'étudiants où quatre filles, ça aussi, plutôt rare. Tu vas voir l'histoire. Quatre filles et une qui m'appelle et me dit, bah, il y a du sang partout dans l'appartement. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, en fait, on s'est tout tapé dessus, quoi. Donc, vite, enfin, tout nettoyer, trouver une solution pour que tout le monde s'en aille. Et puis, c'est pas moi qui suis responsable, etc. ouais, Et là, le problème, c'est que quand il y a une situation comme ça, vous vous doutez bien que ça serait, ça on se règle. résolve pas ça en 5 minutes, quoi. Ouais. Donc, ça fait des mois de loyer, qui répare, etc., les cautions, les trucs. Mais bon, Oui, les parce que cautions s'il y a que un l'on désaccord prend, qui a amené une bagarre, forcément, ils vont pas être forcément voilà, d'accord pour partager les voilà. frais. Donc là, ça fait vraiment des freins à moins. Alors, effectivement, dans les box, plus de locataires, donc plus de potentiel risque. Mais moi, de la casse, jamais eu. Enfin, franchement, c'est rien de bien méchant. Et donc, ça peut arriver, clairement. Mais même quand il y a des impayés ou des retards de paiement, encore une fois, on trouve toujours des solutions. Enfin, je trouve, hein, Mm. honnêtement, on y arrive. On y arrive. La question qui vient en suivant, et là pour le coup, il faut être totalement transparent. C'est bon, maintenant qu'on a vu tous ces problèmes, il y a beaucoup de personnes qui intègrent du coup ma formation ou que l'on accompagne avec Cédric, qui veulent créer leur business de self-stockage en parallèle d'une activité. Et alors là, du coup, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu crois que c'est faisable ou pas? Quelles sont les conditions pour que ça marche? Alors, de toute façon, on le voit, hein, on a différents profils de personnes qui Mm. veulent investir en self-stockage. Aujourd'hui, avant, on aurait pu dire que c'était des gens qui avaient Ouais, vendu des leur fonds de retraités, commerce ouais, et c'est qui se ça. retrouvaient avec un bâtiment libre. Aujourd'hui, on trouve des gens qui sont en activité dans des entreprises avec même des fonctionnaires et Ouais. autres Mm. qui s'intéressent à ce business parce qu'ils veulent un complément de revenus sous forme de rente. Ouais. Et effectivement, il est très important de choisir le bon format de centre Mm. et le bon service qui va te solliciter le moins de temps possible, comme toi tu as su le faire sur certains centres. Ouais, mais même Euh, qu'on fait par l'intermédiaire de nos accompagnements. D'ailleurs, un petit big up à celles et ceux qu'on accompagne. Je parle notamment à Eric, que j'ai eu l'autre jour au téléphone, ou encore à Emmanuel, qu'on accompagne là à l'heure actuelle. Donc voilà,
c'est faisable et ce sont tous les deux des entrepreneurs qui ont plusieurs activités. Bien sûr, qui s'intéressent au stockage. Alors là, on parle notamment de clients qui mettent les moyens, qui ont des projets quand même assez Ouais. costauds. On fera une vidéo d'ailleurs sur Mais ça. avec une ambition plus modérée, il y a des jeunes qui se lancent dans ce stockage alors que ils sont on a des Carrément. avocats. Donc on a un avocat actuellement aussi qui nous a sollicité pour connaître un petit peu les démarches, qui a pris la formation et qui demande un accompagnement. Et c'est vrai que alors c'est difficile si on choisit pas le bon format, effectivement, Ouais, qu'on n'est pas de accompagné. gestion, Donc, voilà, perso, on n'est pas accompagné. Il faut, voilà, c'est important. C'est vrai que dans les échanges que l'on a d'abord avec les investisseurs, lorsqu'on les accompagne, on écoute leurs projets, on les met surtout effectivement en garde sur le temps que ça prend, ouais, les sur les problématiques aspects. qu'il peut y Et avoir. c'est pour ça aussi qu'avec Storage Lab, on leur propose un copilotage pour les soulager de tâches et de leur donner tous les outils de gestion, d'automatisation au maximum pour pouvoir gérer le plus light possible. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que certaines personnes s'imaginent que, au même titre que la location d'un appartement, non. C'est comme Encore que, si moi, je trouve que, enfin, pour avoir si tu fais des du appart, Airbnb, par exemple, oui, tu vas avoir beaucoup plus de travail pour louer du Airbnb. Les box vont t'en demander moins parce que sur le même espace, tu as plusieurs clients. Et comme on l'a dit, en fonction de la localisation, pardon, du centre, tu vas avoir un profil de client qui va être différent et qui va peut-être effectivement te solliciter aucun entretien, rien, quoi. Enfin, je veux dire, à part faire passer une société de nettoyage une fois par semaine pour ouais. balayer, pour que, voilà, tout simplement. Y a Enfin, moi, pas... déjà, honnêtement, hein, tout autour de nous, que ce soit par les accompagnements ou par la formation, moi, je ne vois personne qui ne fait que du box. Enfin, la majeure partie des investisseurs, déjà, enfin, le box, c'est un secteur relativement récent et la majeure partie des personnes qui investissent ont plusieurs activités, en fait. Bien C'est sûr. totalement possible d'avoir une activité complémentaire. Après, et là, vraiment, c'est important de le préciser, il faut mettre en place, comme disait Cédric, la structure adaptée en fait, d'avoir une organisation adaptée et un business qui soit adapté finalement à votre activité et pas se mentir en fait. Toute la réponse est là, je crois, c'est que euh, il y a des Après, problématiques. il y a effectivement un sujet, c'est que si on doit le comparer à de la location courte durée comme Airbnb et autres, tu as justement la plateforme Airbnb qui va te générer un flux de clients. Mhm. Dans le self-stockage, il va falloir que tu complètes par des dépôts d'annonces toi aussi, Ouais. certainement un site internet Oui, voilà, sur ouais. lequel tu vas faire un peu de travail, même si c'est pas. Ouais. Et ça, une fonction de. Aussi, c'est en Après, fonction de la taille du centre. voilà, merci. Si tu as un centre de moins de 100 box, tu peux le gérer à des annonces sur le Bon Coin et autres. Mhm. Tu as des plateformes d'intermédiation, Ouais, c'est ça, je pense à plusieurs plateformes GeoStock, d'intermédiation qui, oui, tu as GoStockage, GeoStock, CoStockage, mhm. MeilleurBox. Enfin, Mhm. tu as différentes plateformes qui proposent de capter en fait du lead et Mhm. de les renvoyer. Donc ça, c'est sous forme d'abonnement ou sous forme de rétrocession de Ouais. commission. Voilà, ça peut être effectivement un catalyseur pour capter des clients. Mais après, si tu passes sur des centres un peu plus conséquents, Ouais, là, il faut savoir notamment s'entourer, avec hein. du personnel sur place et tout, c'est plus du tout pareil, quoi. Ouais, Donc, tu peux tout à toujours fait. utiliser ces plateformes, mais il te faut Bah, à d'autres tout prix leviers, avoir ton quoi. site, avoir voilà une stratégie de positionnement Google, Mm. voilà sur les moteurs de recherche et, organique et payante. Donc voilà, c'est important, Mais ça effectivement. se fait. Donc En tout cas, ça ouais. se fait, mais effectivement, si je te dis une fois de plus, comparé à du Airbnb, on voit d'ailleurs des clients, des investisseurs qui ont Bah, du c'est Airbnb ça. Moi, je pense à et qui, Emmanuel, voilà, justement, qui qui prend un vendent, Airbnb. voilà, qui se mettent au self-stockage et qui se rendent compte que finalement, en termes de gestion, ça va leur demander moins et en termes de rentabilité, ça va Ouais, et rapporter puis, plus, quoi. moi, ce qui, souvent, bah, d'ailleurs, on en parlait avec Emmanuel, c'est que l'humain, tu as à gérer avec le Airbnb, les retards, les casses, etc. Enfin, bon, si vous faites de l'investissement en courte durée, ça vous Bien parlera. sûr. Tous ces problèmes-là, on ne les a pas forcément, quoi, dans le Bien sûr, mais self-stockage. parce que le profil de personne qui va louer un Airbnb vient pour passer un séjour, alors soit à titre Déjà, professionnel un et là c'est agréable différent. séjour, c'est le Comment? but. Déjà, un agréable séjour, Un c'est le agréable but. séjour, c'est ça. Donc, il Et, va ou être, alors ils vont ouais. chercher effectivement à visiter une ville, Ouais, à prendre du temps pour eux, tout ça. Donc ils sont ils sont en demande, ils sont ouais. en En attente attente, exactement. de quelque chose qui correspond à ce qu'ils se sont imaginés, parce que c'est Ouais, toujours bien pareil. sûr. Je veux dire, tout le monde fait ça sur Airbnb. On met des photos Bah, qui c'est ça. mettent en valeur le bien, l'endroit. On va tout mettre. Et puis quand ils arrivent sur place, s'ils Ouais. voient, j'en sais rien moi,
Le pommeau de douche une cassé. fuite d'eau ou un pommeau de douche où il y a un plastique qui est cassé ou quoi, ils vont de suite être mécontents parce qu'ils vont estimer qu'en fait ils ont été trompés. Exactement. Et au lieu de prendre en considération qu'entre deux locations, tu as un locataire qui l'a cassé, le propriétaire n'a pas forcément fait Le temps vu parce que derrière, entre-temps, c'est une Oui, personne aussi, qui a fait le ménage et le changement de drap ouais, qui a, qu'il a voilà, cassé ou je sais rien. Ouais. tu sais pas. Et donc tu vas te récupérer en fait des mécontentements avec le risque que ça comporte d'un mauvais avis et tout le reste, quoi. Exactement. Alors que dans un box stockage, on vient stocker des affaires, mettre surtout en sécurité et en accessibilité libre des affaires. Donc là, on n'est plus du tout dans la même attente. Ouais. Donc et puis voilà, c'est quand même assez des installations assez rudimentaires, même si elles peuvent être innovantes sur l'accessibilité Oui, et tout bon, ça. on n'est pas déçu quand on arrive dans un centre. Bien sûr, Les on le photos voit même, sont des photos, quoi. des gens dans le besoin de stocker temporairement des affaires sont prêts, ça t'arrive toi sur des bâtiments que tu as en cours de travaux, d'accueillir des clients alors que le bâtiment n'est pas terminé. Ouais. Et ils sont prêts à stocker les affaires dans un endroit juste parce qu'ils savent que il y a un code d'accès pour y accéder des caméras. Et même si voilà, c'est pas terminé. Fini, ouais. Il le loue. Et d'ailleurs, le self-stockage est né comme ça aux États-Unis. Il faut savoir que pendant la crise pétrolière, bien sûr, pendant la crise pétrolière, il y avait des gens qui étaient en mobilité, qui avaient besoin de stocker des effets, et dans des bâtiments, dans des bureaux qui avaient été en cours de travaux, n'étaient pas finis, ils ont commencé en fait à cloisonner pour donner accès à des espaces privatifs. Et c'est comme ça que le self-stockage est né aux États-Unis. Hein. C'est la Minute Culture par Cédric Padilla. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire du self-stockage, enfin la naissance. Ok, ouais, donc ouais, intéressant. Et effectivement, pour en revenir à ce que tu disais, moi, donc je suis en train d'ouvrir un nouveau local et j'ai des demandes de stockage avec des clients qui sont pressés en fait. Donc c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que les clients qui font appel à du stockage, l'appel a souvent lieu au dernier moment. Bien sûr. C'est dans la chaîne du déménagement, des chaînes de priorité du déménagement, c'est d'abord je fais mes cartons, enfin d'abord je trouve mon logement et après je fais mes cartons et même si je les stocke où, je fais appel à un centre de self-stockage parce que apparemment on ne peut pas stocker. Bien sûr, c'est vrai que le self-stockage, en fait, en tout cas la location de box, intervient dans un événement particulier dans la vie des gens, que ce soit à titre professionnel ou particulier. Ouais. Effectivement, un déménagement lié soit à une séparation ou au fait qu'on change de statut, on passe d'étudiant à professionnel et ou autre, ou la famille s'agrandit. En tout cas, c'est une période de stress et que le déménagement a été reconnu dans différentes études et statistiques comme un événement qui était aussi perturbant et stressant que la perte d'un proche. Donc oui, par rapport. Ouais, ça peut arriver déjà. Il y a des clients. Voilà, donc le déménagement demande une certaine organisation qu'on n'a pas toujours. On voit aussi que le self-déménagement a pris des parts de marché importantes puisqu'aujourd'hui en France on est à plus de 82% des gens qui déménagent par eux-mêmes, sauf les déménagements longue distance qui sont un peu moindres ou internationaux. De toute façon, c'est là où est la demande. Parce que moi, tu vois, je discutais avec un déménageur, je crois que c'était la semaine dernière, et qui se plaignait parce qu'il trouvait, enfin, il y avait presque plus de taf, parce que c'est un coût supplémentaire et que c'est loin, les clients préfèrent déménager par eux-mêmes, en fait, comme tu dis, en self-déménagement. Et tout simplement parce qu'ils ont un besoin de s'organiser à leur rythme, parce que étant en activité, un couple étant chacun en activité, ils ont besoin de temps et c'est vrai que en termes d'organisation, enfin moi je le vois, c'est souvent les femmes qui organisent où va atterrir les affaires, le rangement des cartons et tout. C'est vrai que voilà, les femmes sont plus organisées, celles qui vont gérer parce qu'elles vont penser à tout alors que un homme ne pense pas à tout. Non. Enfin, à part nous, si nous oui par contre. Nous peut-être. Mais en tout cas voilà, en majorité c'est toujours comme ça. Et c'est vrai que le box intervient par exemple dans les gens qui n'ont pas qui peuvent pas prendre possession du bien à la date qu'ils avaient prévue parce que les travaux sont pas terminés ou parce qu'ils se sont rendus compte d'une problématique ou la livraison est retardée parce que ils sont en VFA par exemple sur une construction. Donc effectivement ça arrive à un moment où on s'y attendait peut-être pas forcément et il y a effectivement cet aspect un petit peu pressé de trouver la solution et ce stress et effectivement c'est là où le rôle du self-stocker et d'apporter un peu cet apaisement, cette confiance. Et c'est d'ailleurs souvent dans nos formations de personnes qui sont sur centre self-stockage, on leur dit vous n'êtes pas des commerciaux, vous n'êtes pas des commerçants, mais vous êtes des conseillers, vous êtes là pour rassurer, vous êtes là pour proposer des solutions qui répondent aux attentes des clients
Et très souvent, les gens qui stockent ne savent même pas ce dont ils ont besoin. Ouais. Ils savent juste qu'ils ont besoin de stocker leurs affaires. Voilà, la Donc la taille, démarche, elle commence même sur conseiller la taille du box, d'aller jusqu'à aussi des conseils. Moi, je sais que très souvent, quand on forme les personnes, on leur apprend aussi comment stocker dans un box, je vois venir, Tetris, ouais. parce qu'on le fait pas, mais tu vois, quand tu as un bâtiment avec plusieurs centres, plusieurs box, pardon, c'est intéressant d'aller voir, sans faire le curieux, hein, mais de demander si tu peux jeter un œil sur la façon dont les gens stockent les affaires et de leur donner des conseils et de s'inspirer aussi du rangement, notamment quand ce Moi, sont je des le fais ça de temps professionnels. en temps. Voilà. Quand les professionnels stockent dans les box, ils ont une méthodologie de stockage quand même qui est pas moindre, sur laquelle il faut s'inspirer. Et ça fait partie de ça. Le conseil, quand tu vois que tu as au moins 25% de l'espace des box qui est inutilisé en moyenne. Ah oui. Moi, je suis plus que sur ça. tous les box. Franchement, je le fais régulièrement parce que depuis quelque temps, depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'aime bien, tu vois, aller chercher de la data beaucoup plus qu'avant. Et franchement, je suis surpris, hein. Déjà, la majeure partie des gens ne savent pas la taille. Ils ne savent même pas des fois ce qu'ils veulent stocker comme affaire. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils découvrent le jour du déménagement ce qu'ils veulent stocker. Mais parce qu'en fait, on n'a que quelques objets au quotidien chez nous. On a beaucoup de choses qui sont stockées, qui sont inutilisées. Donc, de toute façon, on le voit bien quand on commence. Moi, je sais que sur la partie achat de carton, quand on conseillait sur le nombre de cartons qu'il fallait pour les clients, au début, quand on disait j'ai un appartement de tant de mètres carrés, on est tant de personnes, nous on avait des tableaux voilà qu'on a mis au point et avec des déménageurs et autres, tu savais que on disait voilà il vous faut 100 cartons. Je vais mettre 100 cartons. Ici il vous faut 100 cartons. Les gens achètent 30 cartons et puis reviennent 3 fois quoi. Au moins. Donc sur les tailles de box. Mais parce que tu te rends pas compte en fait, il y a des choses et puis même sur je pense que ce qui est important c'est un peu comme le Airbnb dans tous les cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas proposer une solution de stockage, tu vas te mettre dans ce stockage, il est vraiment important de s'intéresser aux différents profils de clients que tu vas avoir pour même toi, si tu veux innover, parce que c'est pas parce que, entre guillemets, nous on a l'expérience et des années derrière nous, que l'on sait tout, puisqu'en fait, on se rend compte que au fur et à mesure que le taux de notoriété des box augmente, les attentes et les exigences des clients, donc, évoluent. Moi, je trouve que plus on avance même, plus on découvre, plus j'ai l'impression que ce que je pensais évolue aussi et j'avais tort sur certains éléments. De manière générale, personne ne détient la vérité, mais en tout cas, ce qui est fascinant, en tout cas, encore aujourd'hui pour moi, dans ce stockage, c'est de voir que ce taux de notoriété qui augmente vraiment, mais vraiment à tout petit pas, hein, parce que, moi, depuis quand j'ai commencé en 2003, si on était à 30% de notoriété, c'était le max. Aujourd'hui, on est à peine à 40, donc on a fait que 10%, en 20 ans de métier, tu vois, c'est rien. C'est pas grand chose. Donc on est en dessous d'une personne sur deux. Et bien quand tu vois aujourd'hui l'exigence et l'attente des clients par rapport à celle qu'on avait en 2003, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Donc je veux dire, une méthodologie, une approche commerciale en 2003 aujourd'hui n'a plus de sens et n'a plus d'impact aujourd'hui. Voilà. Donc c'est très important pour nous de s'intéresser au profil de clients, de rester en contact, de pas s'arrêter juste à un contrat de location. Poser des questions parce que la connaissance du client qui loue permet de mieux appréhender le prochain client. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais donc voilà. Donc, c'est vrai que quand on a une activité en parallèle qui nous prend du temps, comme je pense par exemple à cet avocat, il va pas avoir cette démarche-là. Il va pas forcément s'intéresser, à part s'il a vraiment une ADN d'entrepreneur plus. Après, mais ça arrive. Non, mais parce que déjà, un avocat qui se met à vouloir monter des box, soit c'est parce que c'est un client qui en a un centre qui merde. C'est rentable et ça semble être quand même facile à gérer. Mais très souvent, c'est pour ça que nous aussi, en termes de services, on se doit d'amener d'autres solutions d'accompagnement pour faciliter, en tout cas, le pas vers l'investissement. Ouais, tout à fait. Donc, quoi qu'il en soit, oui, il y a des problématiques. C'est ce qu'on a vu dans cet épisode qui peuvent être gérées, que l'on connaît, que l'on découvre aussi tous les jours. Hein. Mais on a essayé dans cet épisode de vous résumer toutes les grandes problématiques que l'on rencontre. Face à cela, l'objectif était de vous montrer que rien ne se fait simplement. Il faut être bien accompagné en fait. Déjà connaître, savoir comment ça se passe, comprendre le self-stockage, cet investissement-là, en quoi il est différent du résidentiel, et à la suite de ça, comprendre tous les enjeux de cet investissement qui il est rentable. Ça c'est pas tant ça la problématique. La problématique, c'est de mettre en place un business qui soit le plus rentable possible, le plus efficient et le moins chronophage, de façon à ce que vous puissiez, comme beaucoup de self-stockers,
reproduire l'aventure, car oui, il y a beaucoup d'opérateurs de self-stockage qui ne s'arrêtent pas qu'à un seul centre. Donc c'est bien la preuve que le produit est rentable. Voilà, donc pardon, je voudrais juste, si tu permets, même si la vidéo du coup sera un peu longue et tu la couperas, ouais, c'est pas grave. Je pense qu'il y a un sujet qui est important en termes sur lequel il faut vraiment appréhender. Une des problématiques souvent, c'est le fait qu'on n'arrive pas à augmenter son chiffre d'affaires ou augmenter son taux d'occupation. Ouais. Donc en fait, ce qui peut se passer, notamment dans des centres de taille, je dirais petit à moyen, jusqu'à 100 box, on peut vite remplir ce bâtiment, enfin en tout cas cet espace, et se retrouver avec des tailles de box en fait vacantes, parce que on n'a pas la demande en face, ou parce qu'on n'arrive pas à avoir la disponibilité. Si un client va te demander un 6, il te reste que des 3 par exemple, donc si il te reste 2-3, tu vas louer 2-3 bien sûr, mais tu vas baisser le prix forcément, puisque le prix au mètre carré d'un 6, c'est pas le même prix que d'un 3, le prix de 3 est plus élevé. Donc en fait, tout simplement, c'est de penser avant même d'ouvrir le centre dans le plan d'aménagement, ce qu'on appelle le partitioning, c'est la façon dont on va diviser l'espace dans le local, c'est de prévoir en fait une zone qui sera remodélisable plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des grands box qu'on pourra rediviser en petites cellules derrière et répondre à la demande locale. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une stratégie de remplissage, ce que on très peu finalement dans le self-stockage, puisque la volonté c'est d'arriver à un taux d'occupation qui te permet de payer tes charges tout simplement et de commencer à gagner de l'argent. Sauf qu'on se rend compte qu'arriver à un certain taux d'occupation à plus de 70%, mais tu commences à louer des box à des prix plus bas parce qu'on te demande des tailles plus petites, tu as des grands par exemple. Donc c'est important de se dire aussi que dans le profil de client aussi, quand tu as un client où tu l'identifies comme un client qui va rester à long terme, c'est peut-être le mettre dans un box un peu plus éloigné, tu vois, ou plus proche de l'entrée parce qu'il va avoir besoin d'y aller tous les jours. Mais tu vois, c'est important aussi dans la façon dont tu vas remplir un peu comme un Tetris, comme un Tetris pour ceux qui connaissent le jeu, c'est de mettre au bon endroit chaque client pour éviter, si tu veux, de louer un box parce que quelqu'un, quand le bâtiment est vide, il te demande un 6, tu vas dire écoutez, prenez celui qui est tout devant. Mais si le client en a besoin pour un an et qu'au final il va venir une fois et revenir dans un an parce qu'il part travailler à l'étranger pour une année, tu vois, où on est scolaire, c'est une bêtise parce que ce box-là, tu aurais pu le louer plus cher, donc augmenter ton chiffre d'affaires et ta rentabilité pour un client qui aurait plus l'utilité d'avoir ce box avec une accessibilité plutôt premium, alors que tu aurais pu le mettre dans une zone éco. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir en fait un mapping de sa zone de stockage avec une zone éco, une zone standard, une zone premium qui offre donc une accessibilité différente et aussi de positionner les clients en fonction de la typologie du besoin et de la durée qu'il va avoir donc de location. Donc ça voilà, donc c'est juste parce que si tu fais bien les choses en amont, tu auras plus de levier pour augmenter ton chiffre d'affaires et maintenir ton occupation. Voilà, ton taux d'occupation. Bon. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses, à connaître, d'où l'intérêt encore une fois de se faire accompagner par des professionnels parce que certes c'est un business qui est rentable, mais voilà, on le fait pas n'importe comment. En tout cas au doigt levé, ça ne fonctionnera pas. Alors ça peut très bien fonctionner, mais voilà, à terme c'est intéressant de se professionnaliser parce que on le sait, le business, enfin le marché du self-stockage est en train d'exploser littéralement. Le nombre de centres évolue, même si le taux d'autorité est bas. Sans se mouiller, on sait très bien que il va évoluer. On le voit déjà avec les pays étrangers. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire appel à des professionnels. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un tout nouveau sujet. Je vous dis à très vite. Merci Cédric. Et puis, excellente semaine à vous. Salut!